Les lumières scintillent, les histoires s'invitent. Saban Live vous présente un nouveau voyage de Noël et je suis là pour partager avec vous la suite des aventures du casse-noisette d'Alexandre Dumas. La bataille. Trompette, sonnez la charge! Tambour, battez la générale! Cria Casse-Noisette. Et aussitôt les trompettes du régiment de hussards de Fritz se mirent à sonner, tandis que les tambours de son infanterie commençaient à battre et qu'on entendait le bruit sourd et rebondissant des canons sautant sur leur affût. En même temps, un corps de musiciens s'organisa. C'étaient des Figaro avec leurs guitares, des Piferari avec leurs musettes, des bergers suisses avec leurs corps, des nègres avec leurs triangles, qui, quoiqu'ils ne fussent aucunement convoqués par Casse-Noisette, ne commencèrent pas moins comme volontaires à descendre d'un rayon à l'autre en jouant la marche des Sanites. Cela, sans doute, monta à la tête aux bonhommes les plus pacifiques. Et à l'instant même, une espèce de garde nationale commandée par le Suisse de la paroisse, et dans les rangs de laquelle se rangèrent les Arlequins, les Polichinelles, les Pierrots et les Pantins, s'organisa. Et en un instant, s'armant de tout ce qu'elle put trouver, fut prête pour le combat. Il n'y eut pas jusqu'à un cuisinier qui, quittant son feu, ne descendit avec sa broche, à laquelle était déjà passé un dindon à moitié rôti, et n'alla prendre sa place dans les rangs. Casse-Noisette se mit à la tête de ce vaillant bataillon qui, à la honte des troupes réglées, se trouva le premier prêt. Il fut tout dire aussi, car on croirait que notre sympathie pour l'illustre milice citoyenne dont nous faisons partie nous aveugle. Ce n'était pas la faute des hussards et des fantassins de Fritz s'ils n'étaient pas en mesure aussi rapidement que les autres. Fritz, après avoir placé les sentinelles perdues et les postes avancés, avait caserné le reste de son armée dans 4 boîtes qu'il avait refermées sur elles. Les malheureux prisonniers avaient donc beau entendre le tambour et la trompette qui les appelaient à la bataille, ils étaient enfermés et ne pouvaient sortir. On les entendait dans leurs boîtes grouiller comme des écrevisses dans un panier. Mais quels que fussent leurs efforts, ils ne pouvaient sortir. Enfin, les grenadiers, moins bien enfermés que les autres, parvinrent à soulever le couvercle de leur boîte et prêtèrent main forte aux chasseurs et aux voltigeurs. En un instant, tous furent sur pied, et alors, sentant de quelle utilité leur serait la cavalerie, ils allèrent délivrer les hussards, qui se mirent aussitôt à caracoler sur les flancs et à se ranger 4 par 4. Mais si les troupes réglées étaient en retard de quelques minutes, grâce à la discipline dans laquelle Fritz les avait maintenues, elles eurent bientôt réparé le temps perdu, et fantassins, cavaliers, artilleurs se mirent à descendre, pareils à une avalanche, au milieu des applaudissements de mademoiselle Rose et de mademoiselle Claire, qui battaient des mains en les voyant passer, et les excitaient du geste et de la voix, comme faisaient autrefois les belles châtelaines, dont sans doute elles descendaient. Cependant, le roi des souris avait compris que c'était une armée tout entière à laquelle il allait avoir affaire. En effet, au centre était Casse-Noisette avec sa vaillante garde civique. À gauche, le régiment de hussards qui n'attendait que le moment de charger. À droite, une infanterie formidable, tandis que sur un tabouret qui dominait tout le champ de bataille, venait de s'établir une batterie de 10 pièces de canon. En outre, une puissante réserve composée de bonhommes de pain d'épices et de chevaliers en sucre de toutes couleurs était demeurée dans l'armoire et commençait à s'agiter à son tour. Mais il était trop avancé pour reculer. Il donna le signal par un couic qui fut répété en chœur par toute son armée. En même temps, une bordée d'artillerie partie du tabouret répondit en envoyant au milieu des masses souriquoises une volée de mitraille. Presque au même instant, tout le régiment de hussards branla pour charger, de sorte que d'un côté la poussière qui s'élevait sous les pieds des chevaux, de l'autre la fumée des canons qui s'épaississait de plus en plus, dérobèrent à Marie la vue du champ de bataille. Mais au milieu du bruit des canons, des cris des combattants, du râle des mourants, elle continuait d'entendre la voix de Casse-Noisette dominant tout le fracas. « Sergent Arlequin !» criait-il. « Prenez 20 hommes et jetez-vous en tirailleurs sur le flanc de l'ennemi. Lieutenant Polichinelle, formez-vous en carré. Capitaine Paillasse, commandez des feux de peloton. Colonel des hussards, chargez par masse et non par 4 comme vous faites. Bravo, messieurs les soldats de plomb, bravo! Que tout le monde fasse son devoir comme vous le faites et la journée est à nous. » Mais par ces encouragements même, Marie comprenait que la bataille était acharnée et la victoire indécise. Les souris, refoulées par les hussards, décimées par les feux de peloton, culbutées par les volées de mitraille,
revenaient sans cesse plus pressées, mordant et déchirant tout ce qu'elles rencontraient. C'était comme les mêlées du temps de la chevalerie, une affreuse lutte corps à corps, dans laquelle chacun attaquait et se défendait sans s'inquiéter de son voisin. Casse-Noisette voulait inutilement dominer l'ensemble des mouvements et procéder par masse. Les hussards, ramenés par un corps considérable de souris, s'étaient éparpillés et tentaient inutilement de se réunir autour de leur colonel. Un gros bataillon de souris les avait coupés du corps d'armée et débordait la garde civique qui faisait des merveilles. Le Suisse de la paroisse se démenait avec sa hallebarde comme un diable dans un bénitier. Le cuisinier enfilait des rangs entiers de souris avec sa broche. Les soldats de plomb tenaient comme des murailles. Mais Arlequin, avec ses 20 hommes, avait été repoussé et était venu se mettre sous la protection de la batterie. Mais le carré du lieutenant Polichinelle avait été enfoncé et ses débris, en s'enfuyant, avaient été jetés du désordre dans la garde civique. Enfin, le capitaine Paillasse, sans doute par manque de cartouches, avait cessé son feu et se retirait pas à pas. Mais enfin, se retirait. Il résulta de ce mouvement rétrograde, opéré sur toute la ligne, que la batterie de canons se trouva à découvert. Aussitôt, le roi des souris, comprenant que c'était de la prise de cette batterie que dépendait pour lui le succès de la bataille, ordonna à ses troupes les plus aguerries de charger dessus. Et en un instant, le tabouret fut escaladé. Les canonniers se firent tuer sur leurs pièces. L'un d'eux mit même le feu à son caisson et enveloppa dans sa mort héroïque une vingtaine d'ennemis. Mais tout ce courage fut inutile contre le nombre, et bientôt une volée de mitraille tirée par ses propres pièces et qui frappa en plein dans le bataillon que commandait Casse-Noisette lui apprit que la batterie du tabouret était tombée au pouvoir de l'ennemi. Dès lors, la bataille fut perdue et Casse-Noisette ne s'occupa plus que de faire une retraite honorable. Seulement pour donner quelque relâche à ses troupes, il appela à lui la réserve. Aussitôt, les bonshommes de pain d'épice et le corps de bonbons en sucre descendirent de l'armoire et donnèrent à leur tour. C'étaient des troupes fraîches, il est vrai, mais peu expérimentées. Les bonshommes de pain d'épice, surtout, étaient fort maladroits et, frappant à tort et à travers, estropiaient aussi bien les amis que les ennemis. Le corps des bonbons tenait ferme. Mais il n'y avait entre les combattants aucune homogénéité. C'étaient des empereurs, des chevaliers, des tyroliens, des jardiniers, des cupidons, des singes, des lions et des crocodiles, de sorte qu'ils ne pouvaient combiner leurs mouvements et n'avaient de puissance que comme masse. Cependant, leur concours produisit un utile résultat. À peine les souris eurent-elles goûté des bonshommes de pain d'épice et entamé le corps de bonbons, qu'elles abandonnèrent les soldats de plomb, dans lesquels elles avaient grand-peine à mordre, et les polichinelles, les paillasses, les arlequins, les suisses et les cuisiniers, qui étaient simplement rembourrés d'étoupes et de sons, pour se ruer sur la malheureuse réserve, qui en un instant fut entourée par des milliers de souris, et après une défense héroïque, fut dévorée avec armes et bagages. Casse-Noisette avait voulu profiter de ce moment de repos pour rallier son armée. Mais le terrible spectacle de la réserve anéantie avait glacé les plus fiers courages. Paillasse était pâle comme la mort. Arlequin avait son habit en lambeaux. Une souris avait pénétré dans la bosse de Polichinelle et, comme le renard du jeune Spartiate, lui dévorait les entrailles. Enfin, le colonel des hussards était prisonnier avec une partie de son régiment, et grâce aux chevaux des malheureux captifs, un corps de cavalerie souriquoise venait de s'organiser. Il ne s'agissait donc plus pour l'infortuné Casse-Noisette de victoire. Il ne s'agissait même plus de retraite. Il ne s'agissait que de mourir. Casse-Noisette se mit à la tête d'un petit groupe, décidé comme lui à vendre chèrement leur vie. Pendant ce temps, la désolation régnait parmi les poupées. Mademoiselle Claire et Mademoiselle Rose se tordaient les bras et jetaient des hauts cris. « Hélas !» disait Mademoiselle Claire, « me faudra-t-il mourir à la fleur de l'âge, moi, fille de roi, destinée à un si bel avenir ?»« Hélas !» disait Mademoiselle Rose, « me faudra-t-il tomber vivante au pouvoir de l'ennemi, et ne me suis-je si bien conservée que pour être rongée par d'immondes souris ?» Les autres poupées couraient et pleuraient, et leurs cris se mêlaient aux lamentations des deux poupées principales. Pendant ce temps, les affaires allaient de plus mal en plus mal pour Casse-Noisette.
Il venait d'être abandonné du peu d'amis qui lui étaient restés fidèles. Les débris de l'escadron de hussards s'étaient réfugiés dans l'armoire. Les soldats de plomb étaient entièrement tombés au pouvoir de l'ennemi. Il y avait longtemps que les artilleurs étaient trépassés. La garde civique était morte comme les 300 Spartiates, sans reculer d'un pas. Casse-Noisette était acculé contre le rebord de l'armoire qu'il tentait en vain d'escalader. Il eût fallu pour cela l'aide de mademoiselle Claire ou de mademoiselle Rose, mais toutes deux avaient pris le parti de s'évanouir. Casse-Noisette fit un dernier effort, rassembla tous ses moyens et cria dans l'agonie du désespoir. « Un cheval! Un cheval! Ma couronne pour un cheval !» Mais comme la voix de Richard III, sa voix resta sans écho. Ou plutôt, elle le dénonça à l'ennemi. 2 tirailleurs se précipitèrent sur lui et le saisirent par son manteau de bois. Au même instant, on entendit la voix du roi des souris qui criait par ses 7 gueules. « Sur votre tête, prenez-le vivant! Songez que j'ai ma mère à venger! Il faut que son supplice épouvante les casse-noisettes à venir! » Et en même temps, le roi se précipita vers le prisonnier. Mais Marie ne put supporter plus longtemps cet horrible spectacle. « Oh, mon pauvre casse-noisette !» s'écria-t-elle en sanglotant. « Mon pauvre casse-noisette que j'aime de tout mon cœur, te verrais-je donc périr ainsi ?» Et en même temps, d'un mouvement instinctif, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait, Marie détacha son soulier de son pied et de toutes ses forces, elle le jeta au milieu de la mêlée, et cela si adroitement que le terrible projectile atteignit le roi des souris, qui roula dans la poussière. Au même instant, roi et armée, vainqueurs et vaincus, disparurent comme anéantis. Marie ressentit à son bras blessé une douleur plus vive que jamais. Elle voulut gagner un fauteuil pour s'asseoir, mais les forces lui manquèrent, et elle tomba évanouie. Je vous laisse avec une promesse. La magie revient au prochain épisode.